Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Il y a moins d'une semaine, Gao, à l'instar de tout le Mali, a été durement touché par un attentat qui s'est soldé par le lourd bilan de plus de 70 morts et de nombreux blessés. Les attaques et actes de violence depuis se multiplient dans le pays sur les Fama entre Tombouctou et Gao, mais également sur les casques bleus du côté de Aguelok. Mardi 24 janvier, auditeurs et téléspectateurs, bienvenue dans ce grand dialogue. Vous l'aurez compris, on parle dans cette émission de la recrudescence de la violence dans le pays. Comment expliquer la multiplication de ces attaques au Mali? Qui est à l'origine de ces attaques? Comment stopper le phénomène? Nous allons avec nos invités répondre à ces quelques questions et à bien d'autres. Il s'agit du docteur Fodje Tandigoura, il est sociologue et spécialiste des questions sécuritaires. Cheikh Amadou Diouara, il est journaliste du côté de Gao. Bientôt dans ce studio, Abraman Ben Mamata, juriste et analyste. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Gagny Kanté. Le grand dialogue. Une série noire pour le nord du pays. Après la sanglante attaque de Gao mercredi dernier, 3 soldats maliens ont été tués dimanche et 1 grièvement blessé suite à l'explosion de leur véhicule sur une mine entre les régions de Tombouctou et Gao. Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a revendiqué l'attaque de Gao, menace de s'attaquer aux populations qui participeront aux activités du mécanisme opérationnel de coordination. Également du côté de Aguelok, les casques bleus ont été victimes de tirs d'obus qui se sont soldés donc par la mort de au moins un casque bleu. Alors, docteur Tandigoura, vous êtes sociologue et spécialiste en sécurité du Sahel. Comment expliquer justement ces différentes attaques? Bien, merci Ousmane. En fait, je m'incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans ces attentats. Tout simplement parce qu'on n'est pas encore sorti du tunnel, on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel. Je pense que la menace a changé de forme en réalité. Souvenez-vous, au début de l'intervention de la France, c'était des gens qui étaient essentiellement ciblés. C'était des barbus, des gens qui étaient bien ciblés. Aujourd'hui, la menace a changé en réalité. Et ça change d'autant plus que notre armée, j'ai envie de dire, n'est pas capable de se rester en veille. Notre armée qui est en pleine reconstruction. Oui, mais c'est surtout sa capacité de se maintenir en veille permanemment. C'est surtout ça. Vous savez, beaucoup d'attaques sont perpétrées parce que justement, il y a une chute de vigilance à quelques niveaux. Je ne dirais pas que ce n'est pas une armée professionnelle, mais à la rigueur, le maintien en veille est un indice fondamental pour une armée. Et on voit que chaque fois qu'une attaque est perpétrée, c'est parce qu'il y a une faille à un certain moment donné, mais tout porte à croire qu'on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel et il faudra faire face à ces mouvements-là pour assez longtemps. Docteur Tandigoura, dites-moi donc, on voit que les zones qui sont attaquées assez souvent sont des zones qui, dans le schéma global, ont une très forte présence militaire. Oui, c'est ça un peu, oui, parce qu'en réalité, c'était des zones qui avaient été occupées précédemment lors de l'intervention militaire. Et donc, mais en réalité, ce n'est pas une guerre qui est symétrique, c'est une guerre asymétrique. Et on ne sait pas où il se trouve en réalité. Et je rappelle qu'aucune armée, de mémoire, aucune armée n'a pu gagner une guerre contre une guérilla. Même les États-Unis qu'on cite, ils n'ont, à mon sens, ils n'ont jamais gagné une guerre contre les talibans ou autre chose, parce que pour la simple raison que c'est difficile de tenir. Et donc, il y a attaque là où se trouvent les militaires, tout simplement parce que c'est leur terreau. Il y a la question de la drogue, il y a la question de l'insécurité, il y a la question de la couverture sécuritaire sur cette zone, ce qui fait que effectivement c'est des terreaux favorables pour la prolifération des armes et des attaques terroristes. Merci. Également en ligne du côté de Gao, Cheikh Amadou Diouara. Merci Cheikh de vous joindre à ce panel. Encore des victimes qui s'ajoutent à une longue liste des membres des forces maliennes tués lors de l'attaque revendiquée par les djihadistes. Encore des victimes. Oui, je pense qu'il faut souligner le même 18. Il y a eu aussi l'assassinat du maire de Boni, Diko, qui a été abattu à la sortie de la mosquée. Diko, qui est quand même un des élus
assez important dans cette crise, qui s'est beaucoup battu contre l'installation du groupe de Amadou Kofa dans le Haïré et dans le Dialgodi, et qui a mené une lutte sans faille, qui a collaboré avec les forces maliennes dans la zone. Donc, je pense qu'il y a ça d'abord avant ceux qui s'en sont suivis à Tombouctou et plusieurs autres jusqu'à l'attaque d'hier à Galok. Voilà, je pense que... Mais il faut qu'on sache aussi qu'il n'y a jamais eu une rupture de tout ça depuis l'intervention française du 10 au 11 janvier 2013 à aujourd'hui. Partout où il y a les forces armées, qu'elles soient maliennes ou internationales, je pense que souvent on peut bien nous distraire par une accalmie précaire, mais à chaque fois ça revient. Je pense que sans discontinuité, ça continue toujours. Merci Cheikh Diouara de rester connecté avec nous pour la suite de cette émission. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, vous êtes juriste et analyste, bienvenue au grand dialogue du jour consacré à la recrudescence de la violence au Mali. On a vu cette sanglante attaque à Gao, Cheikh le disait tout à l'heure, l'assassinat du maire de Boni, les femmes qui sont victimes également d'attaques, et également cette base onusienne de Aguelok aussi qui est attaquée. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces attaques récurrentes en à peine une semaine? Merci beaucoup M. Touré, et bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. Je pense que nous sommes dans une situation particulièrement difficile avec cette escalade de la violence et la dégradation constante de la situation sécuritaire dans le septentrion malien. C'est vrai qu'au-delà de l'indignation, au-delà également de tout ce qu'on peut ressentir, il faut analyser la chose avec beaucoup de froideur. Le nord du Mali aujourd'hui est enclin à une crise qui est très profonde, et les acteurs qui se trouvent sur le terrain sont divers et variés, les intérêts sont particulièrement opposés, et une solution globale, une vision holistique de la chose me paraît être une mauvaise approche. C'est vrai que dans la perception, dans l'imaginaire populaire même des Maliens, nous avons tendance à tout globaliser, à confondre tous les groupes armés, parce qu'il y a un mouvement de vase communicant entre ces différents groupes. Et je pense que cette vision s'explique par le fait que nous sommes un peu pris au dépourvu, et nous sommes pris de panique également. Au-delà de la panique, moi je pense qu'il faut segmenter la situation et regarder de manière objective cette affaire-là, parce qu'il faut commencer à faire la différence entre les différents groupes armés, à savoir quelles sont les motivations de quels groupes, quels sont leurs modes opératoires, et comment faire maintenant pour réduire la capacité de nuisance de chaque groupe. Je pense que c'est une approche qui me paraît être objective et adaptée à la situation, parce que... Alors justement, est-ce que le mécanisme opérationnel de coordination, le mot qui a été attaqué à Gao mercredi dernier, n'aurait pas été justement une des solutions pour isoler ceux qui nous attaquent? Oui, effectivement, le mécanisme opérationnel de coordination, au-delà de tout ce que le mécanisme a suscité comme réaction, procède d'une très bonne idée, c'est-à-dire arriver à couvrir de manière progressive les zones des régions du Nord à travers cette implication des différents groupes armés de manière assez proportionnelle, les groupes pro-gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que les forces armées et de sécurité. Donc cela nous a prouvé quand même qu'il y a une forme d'unité de vue en ce qui concerne certains groupes armés qui ont décidé de rentrer dans le processus de paix. Et attaquer toutes ces personnes d'horizons quand même opposés et d'obédience différentes, cela veut dire que ceux qui les ont attaqués ont identifié un ennemi commun qui est l'ACMA, un ennemi commun qui est les forces armées de sécurité, qui est également les gens de la plateforme. Et ceux qui ont attaqué, il y a eu des revendications, je ne vais pas me prononcer sur ces revendications, je n'ai pas beaucoup de données, mais ça veut dire simplement que toutes les personnes de tous les groupes qui sont dans la dynamique de la paix, ajouter à cela également les forces étrangères qui sont sur place, constituent un bloc, une cible pour les djihadistes, les terroristes qui sont en train de
de vouloir s'en prendre à tous ces groupes-là. Dans les revendications, il y a des éléments qui sont sortis, et notamment on a parlé à un moment donné de colonisation. Donc ça veut dire que les groupes armés, les forces armées de sécurité du Mali ainsi que les forces internationales sont désormais perçues par ces forces djihadistes comme étant des forces de colonisation d'un territoire qui pour eux leur appartient. Parce qu'ils estiment que la région du Nord est une région qui doit leur revenir et dans laquelle ils doivent imposer leur vision des choses, leurs pratiques et leur façon d'être, leur façon de faire. Et chaque fois qu'il y a une tentative de restauration d'une quelconque structure en termes de sécurité, en termes de développement, ils vont s'y opposer parce qu'ils veulent se positionner en tant qu'alternative, en tant que solution alternative par rapport à ce qui a toujours existé. Donc dans cette optique-là, je pense que nous sommes en face d'un ennemi qui est bien identifié à ce jour-là. Et moi, je faisais partie également des personnes qui avaient une vision holistique du problème. Mais je commence à me rendre compte qu'au fil de l'évolution des choses, qu'il y a lieu de segmenter et de s'en prendre à chaque ennemi en fonction de ses motivations et de son mode opératoire. Merci, maître. Docteur Tandiguora, est-ce qu'il faut justement imputer toutes ces attaques-là aux extrémistes religieux quand on sait que les narcotrafiquants et d'autres bandits sévissent dans ces zones-là? Oui, évidemment, il faut faire la part des choses, mais j'ai quand même envie de dire que ce sont pratiquement tous des malfaiteurs en réalité. Mais comme il l'a dit, il faut disséquer parce que le banditisme dans le delta, par exemple, relève d'un autre type. Vous voyez, dans des zones comme Diafarabé, par exemple, où il n'y a pratiquement pas eu d'élection, il n'y a pas d'État, il y a une autre volonté, donc une autre revendication. Mais si on prend le cas du nord, de l'extrême nord du Mali, on se rend compte que... Alors, quelle est la différence justement entre ces attaques au niveau de Diafarabé, par exemple, celle de Gao? Les mouvements qui sont dans le delta ne sont pas nécessairement, même si ça se revendique, ne sont pas nécessairement liés à une revendication religieuse, parce qu'il y a une revendication surtout identitaire. Et dans le delta, pour le cas du delta, où une ethnie, n'est-ce pas, se positionne par rapport aux autres, et c'est dû au fait que dans cette zone, il y a essentiellement un fonctionnement multiséculaire en termes de chefferie qui existait déjà dans la zone, et certains qui étaient des leaders ont pu peut-être à un certain moment donné faire allégeance à tel ou tel mouvement, mais en réalité ce n'est pas lié à la pénétration des djihadistes comme au nord. C'est une revendication plus ou moins identitaire en réalité. Ils sont hostiles à toute occupation de l'État, ils détruisent tout effort de construction de l'État, comme on l'a vu l'attaque de l'entreprise chinoise, n'est-ce pas, qui était là pour réhabiliter les infrastructures. Et tandis qu'au nord, on a vu, tout est mélangé. Il y a des narcotrafiquants, il y a des gens qui vivent de la drogue. Il y a aussi ceux qui ont une revendication purement religieuse. Et vous dites qu'il faut connaître la motivation des uns et des autres. Par exemple, pour Iyad, on en sait, c'est la charia. Et il est intransigeant sur ça. Donc je ne suis pas sûr que l'État pourrait, même en connaissant la revendication des uns et des autres, il faut que ça s'allie, il faut que ça rime avec le projet républicain. Si ça ne rime pas avec le projet républicain, la seule solution, c'est la répression. Je pense qu'on est dans une situation confuse. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, docteur Tandiguora, l'État a les moyens de faire face, surtout, l'État a la capacité de répression requise pour résoudre ce problème? Bon, mais l'expérience de tous les jours nous montre que l'État est de plus en plus incapable. Je verrais mal d'affirmer le contraire, parce que je le disais en tout début d'émission, la principale difficulté de notre armée, c'est la capacité de se maintenir en veille en réalité. Regardez comment les attaques sont commises, comment les gardes sont prises devant les institutions bancaires et autres. Donc cette vigilance en réalité qui doit être permanente chez nos forces de sécurité, je pense bien que cela est fortement remis en cause et dans les centres urbains et même à l'intérieur du pays. Merci. Cheikh Amadou Diouara, vous êtes journaliste, vous intervenez depuis Gao. Alors au-delà de ces groupes djihadistes qui revendiquent souvent ces attaques, est-ce que ce type d'attaque profiterait à d'autres? Bon, est-ce que ce type d'attaque profiterait à d'autres? Je ne pense pas, en tout cas pas les groupes armés. Il faut quand même reconnaître que c'est les groupes armés dans l'ensemble qui ont été frappés de plein cœur. Ceux qui ont payé le plus grand, qui ont fait le plus grand nombre de victimes, c'est d'abord la CEMA.
Parce que dans l'attaque du 18, je pense que les 80%, ça, sans nul doute de se tromper, en mort et en blessés, sont des éléments de la CIMA. Et c'est ce que disait après, lors de la visite du ministre de la Défense, juste après, il y avait une des victimes blessées qui disait, bon, en tout cas, nous avons compris aujourd'hui que notre, qui est de la CEMA, évidemment, qui disait notre ce n'est pas le Mali, c'est pas les Gatia, c'est pas quelqu'un d'autre. Nous avons compris qu'aujourd'hui notre ennemi c'est le terrorisme. Nous sommes plus que jamais déterminés à réaliser les objectifs du MOC parce que nous avons compris effectivement qu'avec ça, c'est un signal fort qu'on est en train de nous envoyer. Voilà, nous soldats pour nous dissuader à avancer dans ce sens-là. Donc je ne pense pas que ça profite à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est clair qu'on essaie de faire de cette zone un no man's land où plus rien n'est possible en termes de normalisation, en termes de régularisation, pour que, évidemment, puisse émerger tous ces activités de trafic humain, de trafic de drogue, de trafic d'armes, etc. et autres. Et malheureusement, ce qui est bizarre, c'est que nous trouvons aussi que c'est un peu l'objectif de certaines puissances. C'est l'objectif des groupes terroristes, mais c'est aussi l'objectif de certaines puissances. Ce qui est vraiment paradoxal. Quand vous essayez de voir aujourd'hui un État comme la France, en tout cas pour l'opération Barkhane, ils essayent aussi de faire aussi de cette zone un sens interdit où personne ne puisse aller pour pouvoir les permettre librement de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est aussi un peu que procèdent aussi les groupes terroristes. Ils veulent aussi que personne ne défile par là pour qu'ils puissent tranquillement mener aussi leurs activités. Donc il y a sans vouloir travailler ensemble, il y a comme une espèce de convergence de ces objectifs-là qui se retrouvent par là et qui rendent à chaque fois terrain difficile et même la vie difficile. Merci Cheikh Amadou Diouara. Je vous propose, messieurs, de prendre quelques secondes de pause et continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous suivez votre émission Le Grand Dialogue où l'on parle de la recrudescence de la violence au Mali avec ses différentes attaques depuis mercredi dernier après cet attentat à Gao. Alors, Cheikh Amadou Diouara était sur une lancée, Dr Tandjigoura. Moi, j'aimerais bien poser cette question. Si ces hommes du MOC qui ont été durement touchés, notamment ceux de la CMA, reconnaissent enfin qu'il y a un ennemi commun, ils se sont fait accuser justement samedi dernier par le Gatia qui a annoncé avoir perdu 14 combattants dans une attaque imputée justement à l'ex-rébellion à Tinésakos et à Kidal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Bon, il y a beaucoup de versions, mais la vérité est que dans l'attaque du camp, il y a quand même eu beaucoup de soldats à la CMA, et ça, il ne faut pas le nier. On ne peut pas non plus douter de leur bonne foi, en réalité. Bon, c'est vrai qu'ils ont été menacés au début, ceux qui vont rejoindre ce mouvement-là. Donc, on a vu, ils ont frappé encore, et l'ennemi est connu en réalité. Ce ne sont pas les gens de la CMA, et ça a été revendiqué d'ailleurs. Voilà. Donc, on ne peut pas douter, je pense bien, de leur bonne volonté. Et je pense que le mécanisme opérationnel est une nécessité d'ailleurs. Je pense qu'on est obligé d'évoluer comme ça. Et au moins, on se positionne, ça redessine clairement le schéma de combat et ça exclut certains. Et on reste en veille et on fait face à un ennemi qui est commun. Donc, ça rend plus facile la lecture. Et je pense qu'il faut continuer ce mécanisme. C'est d'ailleurs une nécessité. Alors, est-ce que justement ce mécanisme va pouvoir exister si on va parler justement des systèmes de vases communicants dont parlait tout à l'heure Maître Abdrahmane Ben Mamata entre justement certains de ces groupes, que ce soit de la plateforme ou de la CMA, qui parfois sont de connivence avec d'autres groupes djihadistes? Bon, en réalité, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, le MOC, ça doit continuer. C'est un processus qui doit continuer. Et puis bon, les soubresauts, ou encore
les jeux qui peuvent apparaître au fil du temps ne doivent pas entacher ce projet noble. Moi, je pense que c'est une nécessité. Quelles que soient les difficultés qu'on va rencontrer, la nécessité parce que ça permet, n'est-ce pas, d'aller sur des bases claires. Et on a toujours su, c'est des anciens criminels qui ont parfois été récupérés, qui parfois ont changé de cheminement. Mais là, à remettre en cause le mécanisme, je ne suis pas de ce point de vue. Je pense que le mécanisme est une nécessité à laquelle nous devons aller. Voilà. Alors, Maître Touré, on a vu que AQMI menace aujourd'hui de s'attaquer aux populations qui participeront aux activités du MOC. Est-ce qu'il faut prendre cette menace au sérieux? Oui, moi je pense que toutes les menaces sont à prendre au sérieux parce que quand on regarde les cibles généralement d'AQMI, très souvent c'est des positions institutionnelles ou des positions des forces de défense et de sécurité. Si cette organisation quand même funeste commence à menacer également les populations civiles, je me dis que là il y a un grave problème et qu'il ne faut pas du tout prendre cette menace à la légère. J'aimerais revenir un peu sur ce qu'il avait dit tout à l'heure par rapport au, comment on appelle ça, au vase communicant. C'est-à-dire que dans le nord du Mali, honnêtement, il y a 3 gros problèmes. Le premier problème, c'est vraiment les conflits intra- et intercommunautaires. Le second vrai problème, c'est celui du banditisme résiduel. Et le troisième, qui est le plus important pour moi, c'est celui du terrorisme. Et l'événement de Gao se situe dans cette composante 3 de la grande problématique qui sévit au nord du Mali. L'attaque des comment vous l'avez appelé tout à l'heure, Tinesako, moi je pense que cette attaque peut être placée dans le cadre des conflits intra- et intercommunautaires. Donc c'est vous dire simplement que nous devons parvenir à régler certains préalables avant de pouvoir faire face... L'attaque de Tinesako qui a été revendiquée également par un groupe djihadiste. Voilà, donc entre-temps les groupes armés s'auto-accusent, etc. Donc c'est vous dire simplement que ces guerres fratricides, ces conflits intra- ou intercommunautaires, nous devons parvenir à les résoudre en amont. Aussi la question également de l'identité, de l'autonomisation quand même de cette partie du Nord. Ça c'est un problème intermalien que nous devons régler d'abord avant de faire face, avant de faire bloc commun devant les ennemis. Le transphasement quand même d'un bout à l'autre maintenant ne peut être combattu que lorsque nous parvenons à identifier qui est en réalité qui. Et le MOC à ce niveau c'est un mécanisme très intéressant et très intelligent parce que c'est le fer de lance quand même du redéploiement des forces de sécurité dans la partie septentrionale du nord du Mali. Et c'est un préalable qui doit intervenir avant et pendant les DDR, la démobilisation et tout ce qui s'ensuit. Donc ça veut dire que les personnes qui vont rentrer dans le mécanisme seront identifiées. On saura qui sont ces personnes, quelle est leur provenance, leur mouvement d'appartenance et quand est-ce qu'ils ont été. Donc il y aura une traçabilité par rapport à tous ces combattants-là. Donc une fois ces mécanismes structurants mis en place, il va sans dire simplement que ceux qui profitent du moment de vide pour se retrouver tantôt dans le banditisme résiduel, tantôt dans le terrorisme ou tantôt dans le conflit inter- ou intracommunautaire, ils ne seront pas facilement à l'aise. Donc d'où le fait que le MOC peut présenter un certain intérêt par rapport à la résolution de ce problème intermalien que je différencie totalement d'avec le problème quand même qui concerne le terrorisme qui a une envergure beaucoup plus internationale. Merci Maître Cheikh Amadou Diouar. Alors, quel est justement finalement, c'est quoi l'avenir du MOC et du processus de paix si les attaques ne cessent pas? On a vu du côté de Gao qu'on a annoncé la reprise du MOC d'ici jeudi. Moi, je pense que les attaques ailleurs n'empêchent pas la reprise du MOC. Le même jour, nous avons vu que même certains blessés sont revenus sur la base, même certains blessés sont revenus. Et il faut reconnaître quand même que cette attaque a donné aussi un peu un tonus de motivation aux éléments du MOC, toutes catégories confondues, sans distinction d'origine. Et je pense que c'est ce qui a animé tout le monde depuis le déclenchement de l'attaque. On a vu tout de suite après l'attaque à l'hôpital de Gao, les gens étaient là pour donner du sang. On a eu au moins 200 poches de sang mobilisées tout de suite, les gens étaient là au chevet des blessés. Non, je ne pense pas que les attaques peuvent démotiver le MOC ou l'empêcher de marcher, non, pas du tout. Par contre, je voudrais plutôt préciser que par rapport à l'attaque qu'il y a eu à Tinesako, dont la CEMA avait accusé, en tout cas même m'a accusé la CEMA de l'avoir attaqué,
Nous avons vu un tweet de Fouad Al-Mahmoud, qui est le secrétaire général du Gatia, qui, enfin, je ne sais pas, il veut apporter une question ou pas, il a quand même tweeté, même si ce n'est pas la SEMA qui nous a attaqués, c'est des Imarades qui nous ont attaqués. Bon, quelque part, j'ai l'impression qu'il revient un peu sur ce qu'il a dit. Parce qu'il faut savoir aussi que dans ce conflit, il y a aussi souvent des conflits, des sous-conflits tribaux qui sont souvent plus importants que même les conflits qui opposent des groupes armés. Donc on a l'impression qu'il y a eu une autre forme de conflit, un autre affrontement qui n'est pas forcément à Gatia-Sema, mais qui se trouve au niveau de groupes tribaux et autres. Donc je pense que là, il faut que nous fassions attention pour ne pas tomber aussi dans ces jeux d'accusation par-ci par-là. Par ailleurs, moi je ne pense pas que ces événements-là ont quelque chose à voir avec l'attaque du 18. Parce que quand on essaye de voir comment le 18 s'est passé, ni le Gatia ne peut accuser la SEMA d'être responsable, encore moins la SEMA ne peut pas accuser le Gatia d'être responsable. Parce que nous avons vu effectivement comment les deux groupes ont été touchés, y compris l'armée malienne et les autres éléments du CMF Terrain 2 et autres. Donc je pense que c'est deux événements assez différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Merci Cheikh Amadou Diouara. Maître Touré souhaite réagir ou je donne la parole justement à Dr Tandigoura. Dr Tandigoura, la capacité de nuisance de certains groupes terroristes reste encore très forte. Une réponse, comme l'a prévu le dernier sommet Afrique-France, a fait savoir à savoir justement le plan global sous-régional de sécurité, est-ce que cela serait mieux approprié? Oui, mais bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il faut des réponses ciblées en réalité. C'est-à-dire que généralement, dans les discours politiques, aussi bien que dans les stratégies globales, ce ne sont pas des réponses qui sont généralement adaptées pour beaucoup de cas. Il vient de le dire pour le cas du Delta ou encore pour le cas du Nord ou du banditisme résiduel. En fait, il faut des réponses ciblées en réalité. On va rester dans ces schémas globaux. Ça ne va pas mener loin en réalité. Mais j'ai aussi envie de dire, pour réagir par rapport à ce qu'il vient de dire, en fait, il n'y a pas de séparation radicale non plus, parce que ceux qui étaient peut-être des bandits, des barbus, se sont reconvertis en des mouvements intercommunautaires, en mouvements de revendication identitaire. Ce sont aussi à la fois des bandits, donc ce sont peut-être les mêmes acteurs, qui ont peut-être changé, qui ont recruté d'autres personnes, mais je suis par contre d'accord qu'il faut des réponses ciblées. Pour le cas du Delta, ce n'est pas la même chose pour le cas du Grand Désert. Je pense que si on résout le problème de la drogue, par exemple, c'est à peu près 50% du problème. Alors justement, avec la fluctuation, la porosité de nos frontières, comment éviter justement le flux de combattants in and out? Est-ce que justement cette réponse globale dont a parlé le sommet Afrique-France ne serait pas plus appropriée pour avoir une meilleure coordination et une meilleure protection de nos frontières? Oui, ça c'est le Grand Nord. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut une surveillance de façon constante, mais ça concerne encore une fois de plus le nord du Mali, n'est-ce pas, qui est aussi vaste que plus de deux fois la France. Donc on peut effectivement, moi je pense que les efforts se sont conjugués à ce niveau-là, n'est-ce pas? Je pense que le G5 Sahel travaille un peu dans ce sens-là aussi, mais en fait, une fois de plus, ça ne résout pas carrément tous les problèmes. Et est-ce que ces réponses sont également adaptées? Nous avons l'opération Barkhane dans la zone. Pourtant, ces gens continuent à circuler. Donc on a vu que malgré l'imposition de certains dispositifs, notre frontière reste encore dans une porosité, même si c'est nettement mieux qu'en 2012. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toujours, n'est-ce pas, cette porosité au sein de nos frontières, et il est difficile aujourd'hui de pouvoir résoudre cela sans la sécurité à travers nos frontières et sans la résolution du problème de drogue aujourd'hui qui est l'enjeu fondamental au nord. Merci. Maître Touré, dites-moi, un recrutement de 5000 hommes au sein de l'armée a été annoncé. Est-ce que cela pourrait faire la différence sur le terrain?
Moi, je pense que 5000 hommes de plus, ce n'est jamais trop. Parce que nous sommes, comme il l'a dit, dans le septentrion malien, une zone très très vaste. Et le recrutement, on le sait, on a besoin d'effectifs. La preuve, il y a des forces internationales qui sont là. Elles-mêmes sont en train d'étoffer leurs effectifs. Donc nous, on ne peut pas rester en marge de cela. Mais pour revenir à la question de l'internationalisation de la chose, moi, je pense que le terrorisme, par nature même, c'est un système de banditisme qui a pris une dimension pratiquement internationale. Si vous voyez maintenant les têtes de proue de ce qui se passe au nord du Mali, à part Iyad Agali, le reste, il y a beaucoup d'autres nationalités. Je ne citerai pas de nom, tout le monde sait de quelle nationalité il s'agit. Ça veut dire simplement que c'est des personnes... Vous pouvez le dire. Voilà, vous savez, exactement. Donc, c'est des personnes qui appartiennent, qui ont une nationalité, mais qui ont une vision universaliste quand même de leur action. Et comme tel, ils se disent qu'ils ont un message universel qui va au-delà des simples tracés humains. Ça ramène aussi la question des frontières. Vous savez, c'est une question pertinente, ça se pose de deux manières. Dans une première approche maintenant, la question des frontières dans nos différents pays avait été envisagée en termes d'ouverture, de facilitation, de libre circulation des personnes et des biens, etc. etc. C'est vrai que ça procède d'une bonne intention, mais en temps de paix, c'est normal. Maintenant que la situation a évolué et que la donnée sécuritaire quand même est devenue assez cruciale, il faut revisiter notre vision des frontières et pour vraiment arriver à une approche beaucoup plus adaptée de la notion de frontière. Parce que si nous continuons dans cette même lancée avec cette ouverture quand même des circulations et tout ce qui va s'en suivre, nous serons dans un système où tout va passer et rentrer partout, n'importe comment et n'importe quand. Je ne suis pas pour la frontière dans son approche rigide des barrières ou infranchissables, mais la frontière dans une approche où il y a des contrôles quand même, où il y a une forme de sécurité, et le tracé des pays est assez normal, moi, à mon sens. Vous savez, je ne suis pas un grand partisan de la grande ouverture des frontières, parce que les frontières, c'est comme le périmètre d'une famille. On ne rentre pas dans une famille comme on veut et comme on en sort. Dans tous les pays du monde, il y a des limites, et ces limites sont consacrées par des principes qu'on a, les principes de l'intangibilité des frontières et de leur inviolabilité. Et dans tous les pays du monde, il doit y avoir des conditions d'entrée, des conditions de séjour et des conditions de sortie qui doivent être sérieusement contrôlées. Certains pays africains, entre lesquels il n'y avait pas de visa et tout le reste, ont commencé à rendre obligatoire. Notamment le Cameroun. De commun accord. Justement, dans un premier temps, ça n'avait pas été bien compris, mais dans une approche sécuritaire, je pense que c'est des mesures qui sont importantes, qu'il faudrait regarder avec beaucoup de réalité et l'adapter. En Europe, il commence à avoir d'énormes problèmes avec les frontières par rapport à la porosité eu égard au passage des immigrés, au passage également des terroristes de la Belgique en France. On se retrouve sans savoir, à part le changement des plaques sur les autoroutes et tout ce qui s'ensuit. Donc l'approche classique de la frontière qu'on veut gommer est en train d'être combattue en brèche par cette nouvelle donne sécuritaire qui, pour moi, doit nous amener à changer de paradigme par rapport à notre notion de la frontière effacée. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons sur ce plateau continuer cette émission. Un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, une question qui me vient de l'autre côté de la technique, Maître Touré. Est-ce qu'il était censé, dans notre situation sécuritaire actuelle, d'envoyer des troupes en Gambie ? Moi, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser et qu'il faudrait également répondre avec la plus grande objectivité. Même avec le fait qu'il y ait beaucoup d'autres nationalités qui soient venues nous aider. Je vais venir à cela. Le Mali n'a pas commencé aujourd'hui. Le Mali a eu des problèmes ces dernières années. Notre armée malienne a toujours été au secours quand même de beaucoup d'autres pays. On a vu le cas de la Sierra Leone, du Libéria. On a été très souvent devant dans ces situations-là. On a eu des problèmes et beaucoup de pays, en tout cas pratiquement tous les pays de la CEDEAO sont présents chez nous. Ils viennent nous donner un coup de main. Donc envoyer un contingent en Gambie me paraît quelque chose de fondamentalement normal et qui relève d'une opportunité, de l'appréciation quand même des autorités politiques et de leur opportunité. Ils ont estimé
et que vraiment le Mali ne doit pas rester en marge d'une telle opération de restauration de la démocratie, même si moi personnellement ma position n'est pas celle-là, mais je pense que nos pouvoirs ont posé un acte qui me semble être partagé par une bonne partie de la population du Mali. Je ne fais pas partie de ces gens parce que j'ai une autre approche de la question de Yahya Jammeh, mais ce qui est certain, le départ d'un contingent militaire malien pour aller aider à la restauration de la démocratie ne me paraît pas être quelque chose de fondamentalement mauvais. Merci. Cheikh Amadou Diouara, comment nos services de défense peuvent-ils relever le défi du renseignement, qui est un enjeu crucial dans cette guerre que nous menons? Oui, moi je pense que c'est surtout là qu'il faut redoubler d'efforts. Je pense que c'est là qu'il faut multiplier encore, qu'il faut encore contribuer aux moyens, à la stratégie, à tout ce qu'on peut faire en tout cas pour renforcer les services de renseignement, parce qu'ils l'ont dit tout au long de ces débats, la question de la menace elle est asymétrique aujourd'hui. Donc dans une situation comme ça, seuls des renseignements efficaces peuvent permettre des capacités d'anticipation. Alors qui parle de renseignement parle également de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui l'État dispose de suffisamment de moyens pour mettre à l'aise les services de renseignement? Moi, je pense que c'est une question de comment on planifie ses priorités. Ça dépend de comment on planifie ses priorités. Nous sommes dans un État évidemment en crise, en difficulté, mais après nous voyons aussi comment la priorité est accordée à certaines questions. Aujourd'hui, je pense que si on fait de ça une priorité, nous pouvons mettre ça en avant et pouvoir aujourd'hui regarder. L'Algérie, c'est pas un des pays les plus riches du monde, mais c'est un des pays qui a les services de renseignement les plus efficaces au monde. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait une priorité. Et voilà, ils ont un des services les meilleurs au monde. Donc je pense que si nous donnons vraiment une priorité à ça, si nous faisons de ça une priorité, et c'est qui est loin d'être le cas, parce que je pense qu'on se souvient qu'en 2015 et 2016, quand il y avait eu certaines politiques de restriction dans certains départements. Il a été question d'amputer des fonds au niveau de la sécurité d'État, ce qui est un scandale dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, un service qui se doit d'être renforcé, d'avoir beaucoup plus de capacités pour mieux travailler. Si on se permet d'amputer dans le budget initial d'un service comme ça, c'est un scandale. Merci Cheikh Amadou Diouara. Docteur Tandigoro, aujourd'hui, comment faire face aux urgences? Que faut-il faire? On a vu déjà le gouverneur de Gao qui a annoncé le renforcement du dispositif sécuritaire dans la ville et aux alentours. Oui, ben, je pense que c'est une bonne mesure. Dans tous les cas, il faut renforcer le dispositif. Il faut aussi renforcer les services de renseignement. Je pense que nous sommes épaulés par nos partenaires dans ce domaine-là. Mais malgré tout, il y a quand même des insuffisances. Il ne faut pas l'oublier, il y a des moyens de surveillance qui sont déployés, je pense bien dans le couloir du septentrion malien. Mais on ne va pas résoudre, quelle que soit la solution, on ne va pas en venir à bout tout à l'heure pour résoudre tous les problèmes. Je pense que nous sommes tombés dans une situation qui a révélé beaucoup d'incapacités de notre système sécuritaire. D'ailleurs, il y a un vaste programme de réforme du secteur de la sécurité qui est en cours. Et je ne sais pas... Enfin, si c'est un projet qui va réellement avoir un impact sérieux sur les forces armées, mais en vérité, nous sommes tous conscients aujourd'hui qu'il faut bien réformer l'armée, qu'il faut bien la doter des moyens adéquats pour parvenir à bout. Maintenant, pour ce qui concerne les renseignements dont il parlait tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons nous-mêmes de façon autonome les moyens de nous procurer des renseignements utiles afin d'en venir à bout? Je vois qu'il n'y a pas longtemps, on a doté notre armée des moyens aériens, mais aujourd'hui, est-ce que les moyens aériens constituent une réponse? Je ne sais pas si c'est une réponse adéquate aujourd'hui. Donc on offre un hélicoptère. Est-ce que c'est une réponse adéquate? Je pense que c'est une réponse adéquate. Les avions qui ont été achetés, je pense, c'est beaucoup plus des avions de transport qu'autre chose. Il y a aussi 2 hélicoptères. Voilà, donc moi je pense, dans des zones souvent difficiles d'accès, et surtout le nord, comme vous l'avez dit, moi je pense que la question de la mobilité elle est fondamentale, et tant qu'on n'a pas de moyens de nous déplacer ou de transporter
transporter le matériel ou les troupes, ça va être difficile de continuer par le chemin, par certains endroits truffés de mines et tout ce qui s'ensuit. Alors, est-ce que vous pensez déjà que le MOC peut être mis sur pied d'ici, avant jeudi, jeudi c'est dans 2 jours, est-ce que vous pensez que le MOC, surtout au niveau de Gao, peut se relever d'ici là? Parce qu'on a parlé de remise en place du MOC. Moi je pense que c'est possible parce que, comme il l'a dit, les jeunes sont déterminés, le moral a été requinqué à travers cet acte malheureux, comme quoi souvent dans les événements douloureux, on se rend compte qu'on est une communauté de destin et que notre ennemi, il est identifié. Le MOC peut être remis en marche, je pense qu'il doit être remis en marche et il va être remis en marche. Et pour pouvoir faire ce pourquoi il a été même instauré dans le cadre de ce processus de paix. Merci. Cheikh Amadou Diouara, dites-moi, quelle pourrait être la responsabilité du gouvernement, mais également la responsabilité de ces groupes armés pour rapidement remettre le MOC sur pied? Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport au MOC, on n'a pas besoin d'une grande mobilisation. C'est ce que disaient encore des blessés sur les lits d'hôpital aujourd'hui, quand les leaders de l'opposition et de la majorité sont passés les rendre visite à l'hôpital de Gao. Il y en a qui disaient oui, non, mais ça va, demain matin, nous allons rejoindre nos camarades et pour qu'après-demain, nous fassions notre premier rassemblement et que nous commencions les activités. Je pense que les dispositions logistiques et autres sont déjà OK. Avant-hier et hier déjà, il y a eu les rassemblements, les revues de troupes et autres. Après, bon, le rétablissement moral, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je pense que ça va. Le MOC, il est OK. Après, c'est clair qu'il faut travailler. Est-ce que au regard de ce que vous avez vu du côté de Gao, est-ce que les forces pourront être mises sur pied avant après-demain? Non, ça c'est OK là, ça c'est OK. Je veux dire déjà, moi j'étais au camp aujourd'hui, toutes les dispositions étaient sur place et tout le monde était OK. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, ça s'est jamais passé au Mali et peut-être même rarement en Afrique, que près d'une centaine de personnes une attaque pareille, mais je pense que c'est là, mais avec tout ça, quand vous voyez les gens, vous voyez que les morales sont au beau fixe en tout cas, et les gens sont plus que jamais déterminés à y faire face, à relancer les activités, parce que voilà, comme vous le savez, le MOC, c'est le premier mécanisme à mettre en place. Si le MOC réussit, certainement que nous ferons une avancée vers les patrouilles, vers le cantonnement et vers tout le processus ici de l'accord d'Alger. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, comme ils se font appeler désormais depuis l'attaque du 18 juin, les soldats de la paix sont plus que jamais déterminés à relever ces défis. Et quel est le réel danger aujourd'hui pour le processus de paix? Le terrorisme. Le terrorisme, je pense qu'ils ont compris ça. Et aujourd'hui, la priorité, c'est d'élever le taux vraiment de vigilance, que tout le monde soit vigilant, que tout le monde... Ça, c'est pas seulement au niveau du camp du MOC, c'est au niveau de Gao, c'est peut-être au niveau de tous les septentrions maliens, et que chacun fasse attention à soi, que chacun fasse attention à ce qui se passe autour de lui, et que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui nous concerne tous. Ce n'est plus les forces armées seulement qui sont touchées, parce que quand vous essayez de voir, pratiquement chacun en a eu un parent, un voisin, un ami, voilà, ou un proche qui a péri dans les événements du 18, et je pense que désormais la donne va changer. Merci Cheikh Amadou Diouara. Docteur Tandikora, laissons-nous aller un peu à la spéculation. Quand est-ce que vous pensez que le Sikassois peut se rendre à Kidal, le Kidalois peut se rendre à Ségou? Quand est-ce qu'on aura la libre circulation sur l'ensemble du territoire national sans avoir peur? Bon, je pense que la libre circulation existe jusqu'à présent. Oui, mais je pense que le Sikassois peut aller à Kidal, le Kidalois, théoriquement, bien sûr, ce n'est pas formellement. Dans la pratique. Oui, mais bon, il y a quand même la circulation, mais il y a l'insécurité, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a l'insécurité qui menace ces déplacements-là. En tout cas, ce n'est pas pour demain, en réalité. Je suis triste de le dire, mais que tout redevienne normal comme avant 2012, n'est-ce pas, où les gens circulaient paisiblement. Je pense qu'on va devoir compter pour longtemps. C'est très triste, mais la vérité est que... Au regard de la situation, vous estimez... Au regard
de la situation, je ne peux pas prononcer des dates et je ne suis pas tout simplement prophète. Mais vous voulez vous laisser aller un peu à la spéculation et nous dire à peu près quand est-ce que vous pensez que... C'est pas pour maintenant, mais en tout cas, tout ce qui va permettre aux Maliens de Sikasso d'aller à Kidal et inversement, au-delà du problème sécuritaire qui pour moi me paraît conjoncturel, ça va être les dispositions et les réaménagements institutionnels qu'on va amorcer dans ce pays. La révision de la Constitution qui est lancée, l'architecture institutionnelle impulsée par cette ingénierie depuis Alger, c'est ce qui me fait beaucoup plus peur. Parce qu'au-delà de la libre circulation, il faudrait que le Sikasso soit sur le même pied d'égalité à Kidal, comme le Kidalois est sur le même pied d'égalité que le Sikasso à Sikasso. Et ce qui va diviser le Mali, ce qui peut diviser le Mali, c'est moins la guerre, c'est moins les armes que les choix institutionnels et les aménagements juridiques et institutionnels qu'on va amorcer. Ça, c'est ma plus grande peur. Parce que le Mali a été divisé pendant très longtemps. Et l'État malien n'est pas présent, il n'y a aucune sécurité sur une bonne partie. Mais qu'est-ce qui empêche aux gens qui occupent cette partie maintenant de déclarer l'indépendance ou quelque chose de ce genre? C'est parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance juridique. Donc ce qui peut diviser le Mali, c'est vraiment la dimension juridique plutôt que la question des armes. C'est pourquoi moi je demande à ce qu'on soit très regardant sur le dispositif institutionnel, sur tout ce qui va être mis dans ce projet de révision de la Constitution. Merci maître, merci mesdames, merci messieurs d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur www.studiotamani.org, celle-là et ainsi que toutes les autres. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aram Diallo. Gagny Kanté a assuré la mise en onde. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.